Nous nous tournons souvent vers le passé pour nous comprendre. Ce soir, nous portons notre attention sur l'année 1897 et l'histoire tragique de William Guldensup. C'est une affaire qui nous rappelle que derrière les documents historiques se trouvent de vraies personnes, dont la vie a été irrévocablement changée par les événements qui se sont produits. Voici leur histoire, du mieux qu'elle puisse être racontée. Le 26 juin 1897, un groupe de garçons qui nageaient dans l'East River à New York fit une découverte terrifiante. Ils trouvèrent un sac de toile de jute enveloppé dans de la toile cirée et attaché avec une corde. Curieux, ils le traînèrent jusqu'au rivage, où ils découvrirent son contenu macabre, le torse sans tête ni membre d'un homme à la carrure puissante. Cette découverte fut la première pièce d'un puzzle horrible qui allait déclencher une chasse à l'homme dans toute la ville, alimenter une guerre sensationnelle entre journaux et révéler une sombre histoire de passion et de trahison. Dans les premiers jours de l'enquête, la victime n'était que l'homme sans nom de la rivière. La police, dirigée par le capitaine Arthur Carey, était confrontée au défi immense d'identifier un corps qui avait été délibérément privé de ses caractéristiques les plus reconnaissables. Dans une décision qui mettait en lumière les sensibilités différentes de l'époque, le torse fut exposé publiquement à la morgue municipale. Des milliers de citoyens curieux et inquiets défilèrent devant la dépouille, espérant fournir un nom. Les journaux de la ville la surnommèrent « le mystère sans tête », offrant de grandes récompenses en espèces pour toute information. Cependant, la clé de l'identité de l'homme ne se trouverait pas dans son visage manquant, mais sur sa peau. Un médecin reconnut une maladie de peau rare et distinctive sur le torse, ce qui, avec la musculature puissante de l'homme, permit une identification positive. La victime était William Guldensupus. Avec un nom vint une histoire. William Guldensup était un immigrant allemand de 36 ans qui travaillait comme masseur et préposé dans un bain turc populaire de la ville. Il était connu pour son physique impressionnant et sa nature tranquille, presque recluse. Depuis un certain temps, il vivait dans une pension de Manhattan tenue par une sage-femme nommée Augusta Nack. C'était un secret de Polichinelle qu'ils étaient amants. Madame Nack était une femme au passé compliqué. Elle était séparée de son mari et avait la réputation dans sa communauté d'être une personne perspicace et déterminée. La relation entre le masseur et la sage-femme semblait, en surface, être un arrangement domestique stable, bien que non conventionnel. L'enquête policière sur la vie de Guldensup a rapidement mis au jour une complication cruciale dans sa relation avec Augusta Nack. Elle avait récemment pris un nouvel amant, plus jeune, un barbier beau et charismatique nommé Martin Thorne. Thorne avait rejoint le même cercle social que Nack et Guldensup et un triangle amoureux explosif s'était formé. Les enquêteurs apprirent que Guldensup, le partenaire le plus âgé et le plus établi, était en train de devenir un obstacle à la nouvelle liaison passionnée entre Nack et Thorne. Avec cette découverte, la police détenait un mobile de meurtre puissant et intemporel, la jalousie. L'enquête se concentra sur les deux amants qui avaient le plus à gagner de la disparition de William Guldensup. Les détectives apprirent rapidement qu'Augusta Nack avait récemment loué un petit cottage isolé à Woodside, Queens, une zone alors rurale, loin de son domicile à Manhattan. Lorsque la police arriva sur cette propriété apparemment tranquille, elle trouva ce qu'elle cherchait. Bien que le cottage eût été nettoyé à fond, un examen méticuleux révéla des preuves accablantes. Des taches sombres avaient pénétré profondément dans les lattes de plancher en bois et des éclaboussures furent trouvées sur les murs. Des tests chimiques confirmèrent que les taches étaient du sang humain. Le paisible cottage, loué sous un faux nom, n'était pas un refuge d'amoureux, c'était la scène du crime. La police crut alors que William Guldensup avait été attiré dans cet endroit et assassiné entre ses murs. L'affaire Guldensup coïncida avec l'apogée du journalisme jaune, une période de concurrence acharnée entre les empires de presse de William Randolph Hearst et Joseph Pulitzer. Le New York Journal de Hearst et le New York World de Pulitzer s'emparèrent du meurtre, le transformant en une sensation nationale.
Ils déployèrent des armées de reporters, engagèrent leurs propres détectives privés et publièrent chaque détail sordide, rumeurs et spéculations qu'ils pouvaient trouver. Leurs gros titres sensationnalistes et leurs illustrations graphiques horrifièrent et captivèrent le public. Cette intense pression médiatique a sans aucun doute stimulé l'enquête policière, mais elle a également transformé une tragédie humaine en une forme de divertissement public, façonnant à jamais l'héritage de l'affaire. Sous la pression combinée de l'enquête policière et de l'implacable examen minutieux des médias, le sang-froid d'Augusta Nack commença à s'effondrer. Après des heures d'interrogatoire intenses, elle craqua et avoua. Elle dit à la police que Martin Thorne avait tué William Guldensup dans un accès de rage jalouse au cottage de Woodside. Mais sa confession alla plus loin, révélant des détails horribles. Elle admit qu'après le meurtre, elle et Thorne avaient transporté le corps de Guldensup dans la salle de bain du cottage. Là, utilisant des couteaux et une scie, ils passèrent des heures à démembrer le cadavre dans la baignoire. Son récit glaçant et dépourvu d'émotion d'avoir enveloppé les parties du corps et de les avoir méthodiquement jetées dans l'East River fournit à la police les dernières pièces macabres du puzzle. La confession de Nack étant obtenue, une chasse à l'homme nationale fut lancée pour Martin Thorne, qui avait fui New York peu après le meurtre. Agissant sur un tuyau, la police le traqua jusqu'à Chicago, où il fut trouvé vivant sous un faux nom. Confronté, Thorne avoua également son implication dans le crime. Cependant, sa version des événements tenta de rejeter la responsabilité principale sur son amante. Il dépeignit Augusta Nack non pas comme une simple complice, mais comme la cerveau-manipulatrice qui avait planifié le meurtre et l'avait incité à le commettre. Il affirma avoir agi à son instigation, simple pion dans son schéma mortel pour éliminer son ancien amant. Les deux conspirateurs étaient désormais en garde à vue, chacun pointant du doigt l'autre. Les procès ultérieurs d'Augusta Nack et de Martin Thorne furent parmi les spectacles juridiques les plus sensationnels de l'époque. La salle d'audience était bondée quotidiennement de journalistes et du public, tous désireux d'entendre les détails sordides du meurtre du triangle amoureux. Cherchant à éviter la peine de mort, Augusta Nack plaida coupable à l'accusation moins grave d'homicide involontaire et fut condamné à la prison. L'événement principal fut le procès de Martin Thorne pour meurtre au premier degré. Ses avocats de la défense plaidèrent passionnément qu'il était un homme à la volonté faible qui était tombé sous le charme d'une femme méchante et dominatrice. Ils dépeignirent Augusta Nack comme une Lady Macbeth des temps modernes, la véritable architecte du crime. L'accusation, cependant, présenta les preuves accablantes de l'implication directe de Thorne, du sang dans le cottage à sa propre confession. Le jury ne fut pas convaincu par le portrait de Martin Thorne comme victime manipulée. Il le déclara coupable de meurtre au premier degré et il fut condamné à mort. Le 1er août 1898, Martin Thorne fut exécuté sur la chaise électrique à la prison de Sing Sing. Augusta Nack purgea 9 ans de sa peine avant d'être libéré sur parole, disparaissant dans l'anonymat. L'affaire Guldensup-Nack demeure un jalon dans l'histoire du crime américain. Elle se présente comme un récit glaçant de passion et de brutalité datant de l'âge d'or, Gilded Age. Mais son héritage durable est celui d'un exemple puissant de la manière dont la nouvelle force du journalisme jaune pouvait transformer une enquête policière en un spectacle national, brouillant à jamais la ligne entre information et divertissement. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Réfléchir à ces événements passés est une façon de se souvenir des individus impliqués et de l'impact que leurs histoires ont eu sur leur communauté. Si vous avez des réflexions sur l'affaire d'aujourd'hui, nous vous invitons à les partager respectueusement dans les commentaires ci-dessous. Nous espérons que vous nous rejoindrez pour notre prochaine affaire de crime véritable.